Aujourd'hui, on est 4 et notre point commun, c'est d'être ou d'avoir été ici à Initio en mesure de réinsertion. Initio, c'est un centre de réinsertion professionnelle qui accueille des jeunes qui ont dû arrêter leur formation à cause de difficultés personnelles et qui souvent ont été placés là par l'AI pour les accompagner donc dans leur réinsertion. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés dans plusieurs domaines comme le graphisme, la musique, la programmation, le bois, la poterie, la couture, etc. Et il y a aussi beaucoup de matériel qui est mis à disposition pour qu'on puisse développer des projets personnels. Le but, c'est de garder ou de reprendre un rythme avec une vie sociale, développer des aptitudes et, si possible, à la fin, trouver une formation adaptée à nos besoins. On a tous des horaires et un suivi adapté à nous, qui est assuré par des encadrants. Alors, le podcast va très probablement se passer en 2 parties et on va être rejoint après par Anna, qui a bientôt 24 ans et qui a fait 5 ans d'apprentissage en coiffure et maintenant elle est à Initio depuis à peu près 6-7 mois. Alors du coup, moi c'est Diane, mon pronom c'est elle, j'ai 20 ans, ça va faire un peu plus de 2 ans que je suis à Initio et je suis arrivée là parce que j'ai eu une fin de scolarité obligatoire compliquée, je n'allais pas très bien, j'ai décidé de partir au gymnase, c'était pas un environnement sain, c'était une mauvaise idée. Du coup je suis partie, j'ai déposé une demande à l'AI et j'ai attendu 2 ans dans ma chambre, les rideaux fermés, et j'ai attendu que ça fasse suite et ensuite je suis arrivée à Initio. Moi, c'est Noah, j'ai 20 ans, mes pronoms c'est Yel et Il, et ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à Initio. Après l'école obligatoire, j'ai été à l'EDT, qui est l'école de transition, qui m'a pas forcément beaucoup aidée, et après, je suis arrivée là. Moi, c'est Liana, j'ai 22 ans, mon pronom c'est elle. Après l'école obligatoire, j'ai fait le gymnase et avec ma Mathieu, je suis allée à l'Uni en sciences sociales. Après 1 an, j'ai fait 1 an de stage qui est obligatoire dans le domaine du social pour faire une HES en travail social pour devenir éducatrice spécialisée. Mais mon dernier stage s'est terminé plus tôt que prévu parce que je me suis fait renvoyer. Et après ça, j'ai déposé mon dossier à l'AI et en parallèle, je suis devenue remplaçante dans mon ancienne école et je suis arrivée ici donc quelques mois après. Et donc là, ça fait bientôt 1 an et demi que je suis là. Même si on parle beaucoup entre nous, il y a des choses qu'on aborde rarement et du coup, je me demandais, vous dites quoi quand on vous demande ce que vous faites dans la vie ? En fait, en général, je dis que c'est compliqué parce que c'est compliqué et c'est long à expliquer, et suivant la réaction des gens, je jauge déjà s'ils ont la patience et si c'est des gens qui vont bien le recevoir. Et si c'est le cas, je dis que j'explique un peu le parcours que j'ai eu, que je suis à l'AI et dans un centre de réinsertion. Et, les réactions sont plutôt mitigées, ou que je vois que c'est des personnes qui vont peut-être pas forcément bien réagir. Je dis juste que je suis dans un centre d'art et je m'étale pas trop sur le sujet. Personnellement, moi je dis que je suis dans un centre de réadaptation qui va m'aider plus tard à trouver un travail. Alors moi en général je fais plutôt comme Diane, je juge un peu avant de commencer à expliquer, ça dépend du temps que j'ai à disposition et si je vais revoir la personne aussi. Si j'ai l'impression que la personne est plutôt safe, je vais prendre le temps d'expliquer ce que je fais, etc. Mais je remarque que quand même je vais pas mal insister sur ce que je faisais avant, genre oui alors je suis en réinsertion mais avant j'ai fait des études, j'ai fait ça, j'ai essayé plein de trucs, je bosse encore à côté un petit peu. Et est-ce que des fois vous mentez ? Oui, beaucoup. Alors non, en général, je mens pas dans le sens où je dis pas des choses que je fais pas, ou etc. Mais c'est vrai que j'omets peut-être certains détails et je reste assez vague, comme je l'ai dit. Genre, je dis juste que je suis en centre d'art et je développe pas plus le truc. Donc voilà, juste je choisis les informations que je décide de donner. Ok. Noah, quand tu mens, tu racontes quoi ? Souvent, je dis comme quoi je sais exactement ce que je veux faire et tout, et puis qu'il me faut juste un petit peu d'aide. Alors que je suis pas vraiment sûre de ce que je veux faire plus tard. Moi, des fois, ça m'arrive je mens à moitié, mais du coup, je dis ce que je faisais avant. Genre, si j'ai pas le temps d'expliquer et que j'ai pas envie de avoir une mauvaise réaction, je dis « Ah oui, je suis en sciences sociales ». Et du coup, si on me pose des questions un peu plus loin, je peux vraiment répondre puisque c'est quelque chose que j'ai vraiment fait. Et du coup, ça passe assez bien. Et des fois, j'ai un peu la flemme d'avoir le stigmate et de me faire juger sur le fait que je fais rien. Et du coup, je suppose que c'est un peu pareil pour vous. Oui, après, je pense que c'est bien qu'on souligne le fait que c'est un stigmate parce qu'on ne fait pas rien. Non, c'est vrai. Mais on connaît les gens qui se font un avis très vite et qui écoutent pas vraiment ce que tu leur dis. Ouais. Dans les réactions que vous recevez, vous avez l'impression que c'est quoi les a priori des gens ? J'ai surtout l'impression qu'ils nous prennent pour des gens qui font pas forcément grand-chose ou qui n'ont pas envie de faire grand-chose, alors que c'est clairement le contraire. Qu'on est bien trop chouchouté ou comme ça. Perso, un truc qui revient hyper souvent dans les remarques que les gens ils font, c'est quand ils font « Ah, mais en fait, t'as des compétences ». Quand ils voient que j'arrive à faire un truc « Ah, mais tu sais faire des choses, en fait ». Parce qu'ils ont direct l'impression que t'es un peu un débile. Alors, soit justement que tu te fais trop chouchouter et que tu
fais pas d'efforts, soit que c'est que tu sais rien faire, quoi. Genre, c'est que t'es pas employable parce que t'es nul. Et du coup, dès que tu démontres un peu de compétence dans un domaine, les gens ils sont perturbés et du coup après ils prennent plus forcément au sérieux le fait que t'as besoin d'aide. Personnellement, ça m'arrive souvent, genre, mais t'es intelligente, tu peux y arriver, tu peux essayer, tu peux faire un effort, non? Du coup, je suis d'accord. Et je pense que les gens, déjà, ils ont une seule vision de l'AI. Et même moi, en vrai, avant d'y être, c'est vrai que je stigmatisais un peu le truc. Et pour moi, il y avait que les gens qui étaient en handicap physique vraiment genre très avancé, genre paraplégique ou des trucs comme ça, qui étaient à l'AI, alors que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ils commencent de plus en plus à intégrer les handicaps psychiques et les troubles maladies mentales, etc. Je pense aussi que les gens, ils ont de la peine à comprendre qu'il y a déjà différents niveaux et différents types de détresse, que c'est pas parce que t'as pas une jambe en moins que genre t'es capable de faire des trucs de ouf. Je dis pas on est capable de faire des trucs de ouf en vrai, mais je pense juste qu'il nous faut un peu de temps. Et je pense que les gens, ils ont de la peine à comprendre que t'as besoin d'aide et que tu vas pas bien si c'est pas flagrant et que c'est pas physiquement voyant. Est-ce que vous saviez que les mesures de réinsertion, ça existait quand vous étiez plus jeune? Absolument pas. Non. Non. On va rester sur non. Ou je développe. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un tabou sur ce truc et qu'ils veulent pas le mettre en avant? Oui, absolument. En fait, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant sur les différents types et levels de détresse. En fait, je pense qu'ils te le proposent pas, ou qu'ils t'informent pas de ça parce qu'ils ont peur peut-être que tu te reposes sur tes lauriers à cause de ça. Ouais, et vraiment, ils te proposent le truc vraiment genre en dernier recours, quand c'est déjà entre guillemets un peu trop tard, que t'es au fond du trou et que la lumière elle est vraiment genre à des couches et des couches et des couches de loin. Du coup, je pense que si on pouvait jauger le truc un peu avant qu'on sombre, ce serait pas mal. Je suis assez d'accord. Est-ce que vous pensez que si on vous avait proposé de l'aide beaucoup plus tôt, parce que je pense qu'on a tous eu des signes de détresse assez clairs depuis jeunes qui ont été vachement ignorés, est-ce que si vous aviez reçu de l'aide plus jeune, en fait, vous auriez pas forcément fini ici et vous auriez peut-être été beaucoup plus facilement réinsérable? Alors, pour mon expérience à moi, je pense pas, en vrai, parce que je vois pas trop d'autres moyens de transition entre le collège, la fin du collège, puis la vie active. Donc je pense que je serais quand même venue ici. Mais j'aurais été beaucoup plus rassurée de savoir qu'il y avait quelque chose comme ça plus tôt. Du coup, je pense aussi que, en fait, soit j'aurais fini dans une mesure comme ça, ou peut-être qu'on m'aurait déjà orienté vers le CEMO ou des trucs comme ça. C'est un peu plus quand même ciblé sur tu fais beaucoup de stages, tu fais beaucoup de trucs. Enfin, c'est un peu moins chill, entre guillemets. Mais dans les deux cas, je pense que si on m'avait proposé ça plus tôt, déjà, ça aurait enlevé une énorme part de stress et je pense que j'aurais eu beaucoup plus de facilité et j'aurais été apte à me reconstruire beaucoup plus rapidement. Alors que là, du coup, le temps que tu laisses traîner, en fait, outre le fait de pas te reconstruire tout de suite, ça continue à se dégrader, en fait. En vrai, étonnamment, j'y avais pas pensé avant, mais je suis assez d'accord avec Noah par rapport à moi-même que j'aurais peut-être quand même fini dans une mesure de réinsertion, même si on m'avait aidé. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus parce que, il y aurait peut-être eu un peu moins de trauma de devoir m'en sortir toute seule à l'école et tout ça, et dans les études après, et d'avoir l'impression que si j'échouais, j'allais juste finir dans la rue, qui était une peur assez omniprésente, on va pas se mentir. Mais je me dis, j'aurais peut-être quand même fini dans un endroit comme ça, parce que le monde du travail est quand même genre pas adapté à mon fonctionnement. Enfin non, c'est moi qui suis pas adaptée au monde du travail plutôt du coup. Non, t'as raison, le premier c'était très bien. Les deux sont vrais. Disons que le monde du travail est vachement rigide et du coup nous ayons un fonctionnement un peu inhabituel, ça fait que tout de suite on n'arrive pas en fait les deux on peut pas s'adapter à l'autre. Alors, du coup, si je peux me permettre, pour revenir sur moi, mon parcours, en fait, quand j'ai arrêté le gymnase, il y a eu 2-3 petites tentatives en mode je vais au CEMO, etc. Puis on a vu que ça allait pas. Et du coup, on m'a proposé de faire une demande pour rentrer dans le programme Andiamo. Donc, c'est celui dans lequel on est pour être à Initio. Et en fait, j'ai déposé mon dossier et ça a mis 2 ans pour que ça fasse suite. Alors, je me doute bien que il manque peut-être de personnel, qu'il y a beaucoup de dossiers à remplir, qu'il y a de la paperasse à faire, etc. Mais très honnêtement, 2 ans, c'est long. Et en 2 ans, en fait, c'était 2 ans à être dans ma chambre, à rien faire, les rideaux fermés et à me renfermer sur moi. Et en fait, mon état, il s'est tellement dégradé pendant ces 2 ans parce que déjà, j'avais aucune certitude que ça allait faire suite à la demande. Donc, je me suis dit, mais en fait, là, t'es en train de sombrer et il n'y a plus d'échappatoire.
Et surtout, pendant ces 2 ans, en fait, j'ai eu le temps de tellement ruminer sur, justement, sur mes échecs, sur ce qui allait pas chez moi, enfin, sur tout un peu ce concept de pas être pareil que les gens. Et je pense que si, en tout cas, ils avaient réagi un peu plus tôt, j'aurais pas eu autant de peine et peut-être que j'aurais réussi à me réinsérer plus vite ou des trucs comme ça. Après, entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé, donc ça aurait pas été possible. Mais c'est vrai que ces 2 ans à me laisser traîner dans ma chambre, déjà, je me suis sentie vraiment abandonnée. Et on peut pas laisser les gens 2 ans en fait attendre pour entre guillemets rien, parce que moi ça a fait suite, mais il y a des gens chez qui ça fait pas suite, et en fait tu perds du temps et tu t'auto-détruis en fait. C'est long 2 ans, vraiment c'est très long. Il faut être plus rapide, s'il vous plaît, essayez de faire des efforts. Je vais me permettre un petit commentaire anticapitaliste. C'est marrant parce qu'à partir du moment où tu ne travailles pas et donc que tu ne rapportes pas d'argent, s'occuper de toi, pourquoi est-ce qu'on s'occuperait de toi si tu ramènes pas d'argent? Enfin, en fait, on te rend un service. C'est pas quelque chose qu'on te doit, tu bosses pas, donc pourquoi t'es une priorité? Tu n'en es pas une, voilà, c'est fini, genre. Ah non, j'avais la même impression, c'était pas du tout une priorité pour qui que ce soit en fait. Tu attends, histoire qu'on ait quelque chose et le temps, et qu'on trouve quelque chose, et en attendant, débrouille-toi, tu sais, vraiment débrouille-toi. Enfin, si tu travailles pas, si t'as pas un parcours normal, t'as pas de valeur en tant que personne. Notre valeur, elle est vraiment genre réduite à notre productivité. Sinon, on sert à rien. Enfin, les gens sont bien gentils de bien vouloir nous donner à manger, mais sinon, c'est parce qu'ils sont gentils, quoi. C'est pas quelque chose qui nous. T'as vraiment cette impression qu'ils te doivent rien et t'as de la chance qu'ils s'occupent de toi. C'est pas genre le fonctionnement de la société qui t'a un peu détruit et du coup c'est cool de te récupérer, quoi. Enfin, on te le doit un peu. Non, c'est de la charité, vraiment. Et encore pour ça, faut qu'on réussisse dans ce qu'on fait, parce que si on réussit pas dans ce qu'on fait, on est des merdes en fait. Oui. Donc nickel. En fait, c'est ça, on n'a jamais la certitude que, toi tu disais, tu sais pas si ton dossier il va être accepté ou pas. Moi je savais pas non plus pendant. Bon, moi ça a pas duré 2 ans, ça a duré que quelques mois. Enfin, en fait, il faut remplir des critères et t'es jamais sûr que tu vas les remplir ou pas. Et du coup, si tu les remplis pas, tu es livré à toi-même complètement. Et on te tient pas du tout au courant des avancées, genre en mode de oui, alors il y a tel papier qui a été fait, vous rentrez dans les conditions pour l'instant, etc. Que nenni, c'est juste, c'est en cours, il faut attendre, c'est tout. On te donne aucune nouvelle, on te donne pas, entre guillemets, un peu de l'espoir, genre en mode pour l'instant c'est en bonne voie ou des trucs comme ça. C'est vraiment juste, c'est en cours, tu attends qu'on rende la décision. Du coup, quand vous étiez à l'école, comment vous imaginiez votre avenir? Eh bien, en fait, il y a 2 trucs. C'est que déjà, en tout premier lieu, quand j'étais vraiment jeune et que c'était pas encore trop catastrophique, je m'imaginais vraiment que, allez, t'as 18 ans, c'est la vie d'adulte, t'as ta maison, ton travail, ton petit chien, enfin, t'es indépendant comme si t'en avais 35 et que t'avais des années de carrière derrière toi, alors que c'est pas du tout le cas. Et puis, plus tard, tu te rends compte que c'est pas vraiment le cas, que les années de la fin de l'école, elles se rapprochent, ça stresse, et du coup, tu vas pas bien, et là, l'avenir, tu l'imagines plus beaucoup, quoi, enfin... Et t'as pas envie de l'imaginer en fait, c'est oh là là, je suis encore en vie aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal ici, juste en général, dans les gens qui vont pas bien à l'école, à ne pas avoir prévu notre avenir sur le giga long terme parce qu'on s'attendait pas à être en vie assez longtemps pour le vivre, et du coup on n'a rien prévu, et pour finir on a survécu et maintenant on sait pas quoi faire de nous-mêmes. Je pense qu'on a tous un peu cet aspect là en vrai. Oui, clairement. Oui. Après j'ai aussi l'impression que je parle de mon expérience et tout, mais souvent, quand après, on découvre comme quoi on peut pas forcément avoir une vie professionnelle comme les autres, souvent, on nous met un peu à l'arrière, en mode, ce sera l'échec, et puis on se concentre plutôt sur les gens qui, eux, ont un avenir. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été abandonné par des gens qui auraient dû s'occuper de toi mieux, genre à l'école ou comme ça? Oui, clairement, par les profs, par les doyens, les personnes qui t'aident au niveau de l'orientation et tout. Parce que, vu mes difficultés, en fait, j'étais vouée à l'échec déjà au collège. Et ils me le faisaient bien ressentir. Tandis que les autres, c'était plus, non, mais on va mettre plus d'efforts sur toi et tout. Complètement. Genre, j'ai un peu aussi eu le même ressenti parce que du coup, ma dernière année d'école obligatoire, j'ai quasi passé 6 mois, soit j'étais pas à l'école, soit après je suis partie en HP. Il faut savoir que quand j'ai fini l'école, il me manquait un demi-point en fait pour... passer et pouvoir aller au gymnase. Et en fait, j'ai appris par un des profs avec qui j'étais assez proche que ils avaient débattu pendant des heures, que ça avait été la guerre dans la salle, qu'ils s'étaient tous battus parce qu'ils savaient pas si il fallait me laisser passer ou si ou pas, parce que du coup ils peuvent t'accorder ce demi-point, etc. Bon on m'a très clairement fait ressentir qu'ils m'avaient accordé le demi-point parce que il fallait que je me casse et ils voulaient plus trop s'occuper de ça. Il y a aussi, je sais pas vous, mais moi j'avais un peu cette dualité entre
je pensais que j'allais mourir et du coup je planifiais pas trop sur le long terme. Et en même temps il y avait genre une énorme pression à réussir, justement parce que bon, moi j'ai pas trop vécu ce truc de t'es un cas perdu, parce que au contraire en fait on m'a mis beaucoup de pression parce que j'avais des bons résultats quand même, et du coup il y avait vraiment cette pression à réussir. En plus il y a un peu de comparaison avec le reste de ma famille où tout le monde est très intelligent. J'ai une grande sœur qui fait des hautes études et qui s'en est toujours très bien sortie scolairement, et du coup il y avait des attentes sur moi que ça se passe bien et que je fasse bien, et du coup cette pression de oui mais si j'échoue ça va pas du tout et j'ai plus aucune valeur. Et il y avait un peu ce truc de il y a pas de solution. J'ai tenté plein de formations, j'ai essayé d'autres choses aussi où j'ai pas été prise entre les autres trucs que j'ai fait. Du coup il y avait un peu ce désespoir de qu'est-ce que je vais devenir, et je me voyais pas survivre en fait. Ça me fait aussi penser, c'est juste que moi non plus, je me voyais pas vraiment vivre au-delà du collège. Du coup, j'ai ni planifié mon futur, ni imaginé rien du tout. Et c'est seulement genre à la fin du collège que je me suis dit, merde, tu sais, genre je suis là et j'ai rien. J'ai aucune idée de ce que je veux faire. Clairement perdu, quoi. Ouais, mais ça, je pense, à part ça, que c'est un gros problème dans notre système scolaire, c'est qu'ils nous font pas beaucoup prévoir. Enfin, moi, j'étais en VP, et du coup, je sais pas comment ça se passe en VG, je pense qu'ils prévoient un tout petit peu plus. Mais nous, la trajectoire qui est attendue, c'est VP, gymnase, université. Du coup, quand t'es en VP, on te parle d'autre qu'une autre possibilité. Toi, tu planifies pas ton avenir, donc tu fais, un gymnase, vu que je suis encore là. Et au gymnase, moi, j'ai été voir l'orientatrice qui a servi à absolument rien, et du coup, je lui ai dit, je veux pas aller à l'université, je pense que ça va être beaucoup trop pour moi. Elle fait, mais si aller à l'université, je suis allée à l'université, ça a été beaucoup trop pour moi. Et il y a vraiment toujours ce truc de on te jette dans l'étape d'après et on te laisse pas le temps de réfléchir à ce qui te conviendrait et ce qui irait pour toi, et du coup ça te convient pas, puis pour finir tu craques au milieu, quoi. Quel genre de difficultés vous rencontriez à l'école ? Déjà, je pense que, et là je pense que je peux un peu parler pour nous trois, qu'on n'est pas forcément, allez, on va dire le terme, on n'est même pas du tout neurotypique et qu'on réfléchit pas comme la majorité. Du coup, le premier truc qui me vient en tête, c'est genre les difficultés d'apprentissage, parce que les manières qu'on te propose pour apprendre, moi en tout cas, elles me convenaient pas du tout. Le par cœur, c'est bien joli, mais moi je retenais rien en fait. J'avais beau essayer de toutes mes forces et passer jusqu'à 2h du matin devant la feuille, ça rentrait pas. Donc déjà ça, et en fait t'as l'impression de devoir faire 2 fois plus d'efforts que la majorité, et pourtant tes résultats ils suivent pas. En fait, tu travailles vraiment genre comme un malade, et y a pas de résultats. Donc on va pas se mentir que au bout d'un moment ça commence un peu à décourager. Et puis j'ai eu aussi pas mal de problèmes avec mes profs, parce que je me permettais de temps en temps de les remettre en question, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible. Tu dis oui et sinon tu la fermes, alors que c'était gentiment fait, tu vois. C'est juste que je leur disais écoutez, peut-être que là ça me convient pas, ou peut-être que vous pourriez expliquer différemment parce que j'ai pas compris. Non, t'as pas compris. Voilà. Je sais pas si on peut parler pour nous tous, mais en tout cas je parle pour moi. Énormément d'harcèlement, beaucoup trop fort et clairement pas pris en charge à cause du fait d'être différent et tout. Et juste, les profs s'en foutent carrément. Bon, alors personnellement, j'ai eu des gros problèmes dans ma famille de maltraitance, etc. Du coup, déjà, j'avais pas de ressources émotionnelles, je savais pas forcément comment gérer, et j'avais pas non plus d'adultes responsables à qui parler du fait que ça allait pas. Comme t'as dit, Diane, avec le fait qu'on est neuro-atypique, notre fonctionnement, il marche pas forcément avec l'école. Genre, moi, je comprenais jamais les consignes de mes devoirs, j'avais de la peine à travailler avec les autres, je comprenais pas pourquoi on me demandait de faire certaines choses. Mon rythme de sommeil et tout allait pas non plus avec ça, j'ai toujours eu des gros problèmes d'insomnie encore maintenant. Vu que t'es bizarre, tu te fais harceler. Du coup, t'es isolé socialement. Du coup, tu te détestes. Après, moi, à l'adolescence, j'ai commencé à vraiment développer des gros troubles mentaux qui après empirent encore le harcèlement parce que t'es encore plus bizarre et très vite, tu te fais encore stigmatiser pour ça. Et du coup, ça fait que c'était un peu compliqué à gérer le tout d'avoir du soutien nulle part. Les gens à l'école te harcèlent, les profs réagissent pas, voire participent. À la maison, c'est compliqué. Juste te concentrer sur tes études et aller suffisamment bien pour que ça... Enfin, c'était épuisé en permanence, quoi. T'arrives pas à tout gérer. Et en plus, on était vachement jeunes. Non, si je peux me permettre, je pense que déjà le fait que de base on n'était pas fait pour le monde du travail, ou disons les méthodes lambda, ça n'aide pas. Et en fait le fait que tu te fasses mettre sur la gueule et qu'on te rabâche à longueur de journée que tu changeras pas, que t'es pas fait pour ça, et qu'en fait juste on continue de t'enfoncer, je pense que ça extrapole encore tout ça. Et en fait plus le temps passe et moins t'y es adapté, parce que on a fait que renforcer entre guillemets ces traits pour lesquels t'es pas fait pour le monde du travail, en ne t'aidant pas. Et aussi, il y a surtout des manières de gérer avec les profs qui sont
clairement incompétents par rapport à nos difficultés. Et pour ma part, ça a été clairement la violence verbale. Une fois physique, mais verbale surtout. Et du coup, après, c'est genre, nous, on se prend tout sur la gueule, alors que c'est juste qu'on est au fond du trou, qu'on n'en peut plus, et qu'on explose, et on n'y peut rien. C'est comme ça, un jour, on explose, et on balance tout ce qu'on a. Et du coup, ça devient notre faute pour tout. Comment est-ce que vous avez vécu le fait de devoir arrêter votre formation et aussi d'avoir besoin de l'AI, tout simplement? Assez mal, j'avoue, parce que je me sentais encore plus comme une merde. Déjà que c'était pas super, mais c'était un peu en mode, tu pourras jamais te débrouiller tout seul. Donc, ouais, ça valorise pas trop la confiance qu'on a en nous, quoi. Comme un énorme échec parce que justement comme l'a dit Noah, je pense que ça met un bon coup dans la confiance en soi. Tu te dévalorises énormément et après pour moi ça venait que de moi, mais je pense que ça peut aussi venir de l'extérieur, cette dévalorisation. C'est vrai que en fait t'as l'impression que tu seras plus jamais capable, que t'es bon à rien, etc. Et en fait moi j'avais énormément surtout l'impression d'être un poids, parce que je me suis dit en fait je vais rester et à l'heure actuelle je vis toujours chez mes parents, mais vraiment dans ma tête c'était putain, mais je vais rester chez papa maman jusqu'à 26 ans, c'est genre pitoyable. Et vraiment là t'as l'impression d'être un poids de ouf. Et surtout que moi pour mes études mes parents avaient pas assez d'argent pour les payer, et du coup on a dû demander une bourse qu'ils sont toujours en train de rembourser, et je me sens énormément coupable pour ça parce qu'ils ont déjà de la peine à nous faire vivre. Et en plus je leur ai mis ça sur les épaules, et genre il y a la dette de la bourse, alors que en fait j'ai pas fini mes études, donc c'est de l'argent qui part dans l'état pour rien, vraiment. J'ai l'impression que la culpabilité, c'est genre quelque chose qu'on a un peu tous. Genre, moi, mes parents, ils ont été vraiment beaucoup là. Le fait que moi, je me sente clairement pas bien, que j'étais en dépression et tout, ça a taché aussi sur eux, du coup. Et comme ça a taché sur eux, c'est du coup moi qui culpabilise à mort et tout. Donc, le fait d'être toujours chez mes parents, je me dis, putain, genre, je suis encore plus un poids pour eux. Ils doivent juste en avoir marre d'avoir genre un enfant comme ça, tout le temps sur leur dos. Ça doit être juste chiant au bout d'un moment. Ouais, personnellement, je l'ai aussi, comme Diane, vécu comme un énorme échec. Et je pense qu'en fait, j'ai tellement investi pour réussir à finir l'école, réussir à faire le gymnase, puis après à l'uni. Genre, j'ai vraiment sacrifié énormément de ma santé mentale et physique. Au gymnase, je faisais vraiment 4 heures de sommeil par nuit. Je l'ai bien senti passer. Et j'allais très très mal, mais j'ai toujours tiré pour que ça passe et fait en sorte de réussir à continuer. Et j'avais pas l'impression d'avoir le droit d'échouer. Vraiment, j'avais vraiment peur de finir dans la rue. Genre, si je ratais mes études, c'était fini, j'étais morte pour moi. Et aussi parce que on m'a beaucoup mis la pression sur ça, surtout de la part de ma mère. Enfin, si tu réussis pas tes études, tu n'as aucune valeur. C'est vraiment ça qui donne ta valeur. Et du coup, c'était très très difficile. Et du coup, quand j'ai fini par ne plus y arriver, je m'en suis beaucoup voulu parce que j'ai eu l'impression de abandonner moi plus jeune qui a fait tout ce qu'il fallait pour que ça passe. Et du coup, qui n'y arrivait plus. Et du coup, j'avais un peu cette impression de j'ai fait tout ça pour rien. Et moi plus jeune a tout donné. Et moi, je la laisse tomber en ne continuant pas ça. Ça, c'est un autre truc, je l'ai un peu ressenti dans ce que vous avez dit aussi, c'est le truc de avoir l'impression de finir à l'AI. Genre, quand t'es là, c'est un échec et c'est fini. Moi, c'est plus une impression que j'ai maintenant. J'ai une impression, un peu mitigée forcément, mais parce que moi, maintenant, je vais avoir une rente, donc c'est quand même un peu mis en pause. Mais j'ai l'impression que plus tard, suivant mon état de santé, c'est à voir, je peux continuer à faire quelque chose. Et même en étant à l'AI, je peux faire des choses. Et c'est pas du tout une notion que j'avais en arrivant. J'avais l'impression que j'avais fini là et que c'était terminé. La course était finie et puis j'avais échoué et puis je pouvais jamais repartir. Et ça m'agaçait au début beaucoup, le truc de non mais t'es jeune, c'est un contretemps, mais ça ira peut-être plus tard. Et c'est pas 100% vrai parce que c'est pas si simple que ça. Mais en vrai, on est jeune et peut-être que dans 10 ans, 15 ans ou peut-être moins, je sais, Noah, tu ne te projettes pas si loin. Non, mais clairement, on a le temps. C'est pas fini. C'est pas parce il y a peut-être même le système qui va changer. Peut-être que le monde du travail va évoluer. Nous, on va évoluer. Peut-être qu'on va aller mieux sur certains trucs, physiques ou mentaux. Et ce sera peut-être plus simple de se réinsérer. Mais du coup, en arrivant, j'avais l'impression que c'était fini, terminé. Puis en fait, non. Je pense qu'ici, on nous apprend aussi quand même pas mal à reprendre espoir et à essayer de penser avec positivité. Parce que c'est vrai que moi aussi, quand je suis arrivée, je me suis dit que je
c'était fini, je pourrais jamais trouver de taf, etc. Et bah, pareil que Liana, moi aussi, là, on est dans l'objectif d'une rente. Mais aujourd'hui, j'arrive en tout cas à c'est pas une certitude, on est bien d'accord, mais j'arrive à me projeter plus tard en me disant que il faut jamais, enfin je veux dire, il faut pas baisser les bras parce qu'il y a des choses comme ça qui arrivent et que sur un malentendu, tout peut arriver et on peut très bien rebondir comme ne pas le faire, et si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais il faut pas, parce que maintenant on est en difficulté, fermer les portes pour plus tard, parce qu'il peut toujours se passer des trucs positifs. Wow. C'était ouf ce que vous avez dit par ça. Bah, en vrai, pour ça, je pense que Initio, ils font très bien leur travail à ce niveau-là, de ne pas nous donner l'impression d'échec, justement. Genre, on nous pousse à faire plein de projets, on nous pousse à développer des compétences, on est super encouragés à faire ce qui nous plaît, à participer à plein de choses, et du coup, en arrivant, je pense qu'au départ, t'as l'impression d'échec, et en fait, ici, on te montre que, en fait, même si tu ne travailles pas pour un salaire de manière habituelle, tu peux faire plein de choses et tu peux te sentir utile et tu peux participer et genre ne pas être complètement un déchet. Et ça, c'est pas mal. C'est vrai que ça, c'est quand même Ça vraiment fait plaisir, bien, hein. clairement.